je vais vous parler un petit peu d'abord de définition générale sur le mosaïcisme somatique. Après, on va parler surtout de la maladie de Fanconi, parce que c'est quand même la maladie hématologique pour laquelle ça a été le plus étudié. Je ne vais pas tellement parler des déficits immunitaires aujourd'hui, hein, j'ai pris l'aspect hématologique au sens strict du terme. Et puis, je vais donner quelques autres exemples dans les pathologies médulaires constitutionnelles. Alors d'abord, il faut savoir que le mosaïcisme, c'est une conséquence assez logique de la variabilité génétique liée aux mitoses. On estime que globalement, il y a une variation non corrigée par mitose. Certaines estimations vont à plusieurs variations par mitose. Si vous voyez le nombre de mitoses qu'il faut pour arriver à un organisme adulte, de 10-14 cellules, on peut dire qu'on est tous des mosaïques. On n'a pas beaucoup de chimères parmi nous, mais des mosaïques, on est tous concernés, si je peux dire. Après, l'impact de la variation va être très variable en fonction du stade du développement, de la lignée, du tissu, est-ce que le gène est exprimé ou pas, etc. Alors, en pathologie, on a le meilleur exemple, bien sûr, sont les néoplasies, mais on a aussi, vous savez, des exemples de maladies auto-immunes qui sont liées à des mosaïcismes somatiques. La dernière en date, c'est le syndrome d'Exas, qui a fait beaucoup parler de lui. En maladie génétique, c'est quelque chose que connaissent bien les généticiens depuis longtemps, alors un peu moins les hématologues, sauf ceux qui font un peu plus de génétique. Et bien sûr, l'impact va être majeur quand vous avez des variations in utero. Donc là, vous avez, dans cet article de revue, on vous montre qu'en fonction du stade où ce variant apparaît, on peut imaginer que la distribution dans l'organisme est très variable. Si c'est la première cellule, au maximum, on aura un organisme qui sera divisé en deux parties avec deux génomes entre guillemets différents. Et ça, on a pu le voir pour des jumeaux monozygotes qui avaient un maladie génétique, l'autre pas, parce que la mutation est survenue d'emblée avant qu'ils se divisent. Et puis à l'autre extrémité, ça peut être une mutation qui apparaît uniquement dans la lignée germinale. Et là, on parle plutôt de mosaïcisme gonadique. Entre les deux, on peut imaginer que vous avez des variants qui intéressent à la fois des cellules somatiques et des cellules gonadiques. Et là, le terme, c'est mosaïcisme gonosomal. Alors, je vais un petit peu insister sur cet aspect-là, parce que c'est important quand on parle de risque de transmission aux parents. Maintenant, moi, je suis toujours prudent à partir de quelle histoire. Ça, c'est une histoire classique. Vous voyez, c'était un groupe qui avait remarqué que 4 enfants non apparentés avaient exactement la même mutation dans le gène ELAN. Ça les troublait un peu parce que c'est une mutation très rare. Donc, ils ont un peu creusé l'histoire. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un donneur de sperme commun. Alors, malheureusement, ils n'ont pas pu remonter au donneur de sperme. Enfin, on avait des données cliniques au départ. C'est quelqu'un qui allait très bien, qui n'avait aucun antécédent, bien sûr. Quand vous donnez votre sperme, c'est un petit peu trié. Et donc, l'hypothèse, c'est que ce patient est en mosaïque pour la lignée germinale. Ça, c'est une étude plus récente, toujours pour le même gène. C'est une famille israélienne où il y avait un père qui était porteur de la mutation, mais un taux très faible, et donc n'avait pas de phénotype. L'enfant, elle, avait un phénotype. Ils ont voulu prévenir un deuxième enfant atteint. Ils ont fait une étude de single cell sur les spermatozoïdes. Ils ont pu démontrer que dans la lignée spermatique, il y avait 3 populations différentes. Une population où l'allèle impliqué portait la mutation, une population où l'allèle impliqué ne portait pas la mutation, et puis une population où l'autre allèle était normal parce qu'il n'était pas impliqué. Donc, c'est un exemple de mutation de novo avec mosaïcisme gonosomal chez le papa. Et donc, en faisant un tri de spermatozoïdes, on peut éventuellement permettre la naissance d'un enfant non atteint. Il y a un dernier exemple, c'est une histoire dans la dyskératose congénitale. En fait, c'est la famille Princeps qui a permis l'identification du gène DKC1. Donc, vous avez le cas index. On sait que sa sœur était forcément porteuse parce qu'elle a eu un garçon malade. Et en revanche, on ne trouvait rien chez la mère. Elle avait quand même un petit profil d'activation de l'X qui n'était pas tout à fait normal. Et en faisant des PCR extrêmement sensibles, en les amplifiant, ils ont pu montrer que la maman avait un statut de mosaïcisme somatique pour la mutation en question. Après, si on regarde les différentes classes de mosaïcisme, tout a été décrit. Donc, les formes les plus impressionnantes, c'est les trisomies. Vous savez qu'il y a quelques trisomies qui sont viables, mais la plupart ne sont pas viables à l'état total. Donc, ce sont toujours des trisomies partielles. Alors, les trisomies en mosaïque. Un exemple, c'est la trisomie 8, par exemple. Moi, je suis un patient comme ça. Trisomie 8, ça intéresse un peu les hématologues, parce que c'est un gène fréquent dans les hémopathies myéliques ou dans les aplasies. Mais il a un phénotype très sévère par ailleurs, mais il ne peut être viable que uniquement parce qu'il a un statut de mosaïque. Et après, vous voyez les différentes mutations, autrefois, tous les types de mutations, bien sûr, décrits dans ces mosaïcismes somatiques. Alors, si on prend l'exemple de la maladie de Fanconi, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps parce qu'on a la chance dans la maladie de Fanconi d'avoir un test fonctionnel qui est le test de cassure chromosomique. Et quand on travaillait sur les lignées au tout départ pour identifier les gènes, les médecins s'étaient rendus compte que c'était très fréquent d'avoir une réversion in vitro, entre guillemets, et des lignées cellulaires qui devenaient insensibles à la mitomycine. C'est au moins 30% des lignées.
Les premières descriptions cliniques, vous voyez, elles datent quand même des années 80, donc ce n'est pas tout à fait neuf. Et la grande question actuelle, c'est quelle est la fréquence clinique? Alors nous, au centre de référence, on voit de plus en plus de patients très clairement, parce qu'on a réussi à sensibiliser la communauté, mais vous verrez qu'il faudrait sensibiliser beaucoup de spécialités différentes et qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait toute une partie des patients qui sont en mosaïcisme somatique pour un gène Fanconi, qui sont la partie immergée de l'iceberg. Nous, on en voit juste une petite minorité au-dessus. Les estimations à la louche, c'est 15 à 20% des patients Fanconi sont révertants et 5% des patients Fanconi ont une numération strictement normale du fait d'une réversion. Bien sûr, pour avoir un résultat aussi beau sur le plan hématopoïétique, il faut que la réversion survienne dans une cellule souche totipotente. Sinon, on a des exemples de mosaïcisme restreint à la lignée lymphoïde T, par exemple, et pas à la lignée myéloïde. Donc, comme on vous l'a dit ce matin, tous les phénomènes ont été décrits. Ça, c'est vraiment pour le Fanconi lui-même. On voit qu'on peut avoir différents mécanismes qui permettent de reconstituer un allèle normal. Donc, ça peut être un crossing over, ça peut être une mutation en 6 qui, par exemple, rétablit une phase de lecture qui avait été perturbée par une première mutation. Quand on a étudié les cas, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de mécanismes possibles. Mais le principe, il est toujours le même. Vous avez un événement dans une cellule souche hématopoïétique qui va donner à la cellule un avantage prolifératif. Et on sait par des données publiées que cet avantage prolifératif, il existe aussi bien chez la souris que chez les cellules embryonnaires, que chez les IPS, que chez les cellules Fanconi, c'est démontré. Et donc, cette cellule corrigée va avoir un tel avantage qu'elle va recopier toute la moelle. Et donc, on va avoir une hématopoïèse clonale. Et au maximum, on peut avoir donc une numération strictement normale. Le meilleur exemple de ça, c'est vraiment un très joli papier. C'est deux sœurs jumelles âgées de 28 ans qui avaient été publiées dans les années 90 comme phénocopie de Fanconi. C'est-à-dire qu'elle avait un phénotype de Fanconi et s'étaient évertuées à faire des tests de cassure et ils n'avaient jamais trouvé de cassure. Donc, les généticiens, dans ces cas-là, appellent ça une phénocopie pour dire que c'est le même phénotype qu'une maladie génétique et que vous n'avez pas la mutation. En fait, ils ont pu reconstituer l'histoire quand on a eu les gènes. Pendant la vie intra-utérine, il y a une cellule qui s'est corrigée chez une des jumelles. Comme c'était des vraies jumelles, elles ont des circulations croisées. Les cellules sont passées d'une jumelle à l'autre. Et au final, avec une cellule corrigée, vous avez 2 moelles osseuses adultes à 28 ans, tout à fait normales. Ça vous montre quand même le pouvoir énorme de la cellule souche hématopoïétique. Et ils ont pu le démontrer en comparant le sang et le fibroblast. Dans les fibroblastes, c'était le génotype de base avec une mutation biallélique. Et dans le sang, il y avait une mutation, qui en l'occurrence une deuxième mutation en 6 sur le même exon, qui corrigeait l'impact qui était délétère. C'était une protéine qui avait perdu sa capacité de se localiser au noyau. Et grâce à la deuxième mutation, cette allèle était corrigée. Et donc, la protéine était fonctionnelle. Donc, nous, on commence vraiment à s'en rendre compte maintenant. D'abord, on accepte, entre guillemets, de voir des patients qui ont un phénotype de Fanconi et une numération normale et éventuellement un test de cassure normale, parce qu'on explique que si on veut aller au bout, il faut faire des tests sur le fibroblast. Pour l'instant, on connaît un seul exemple publié de mutation présente dans le fibroblast, mais c'était plus un problème d'une variation qui était très, très instable et donc qui pouvait sauter, entre guillemets, dans une cellule sans être sélectionnée. Mais en règle générale, dans tous les patients révertants, les tests sur les fibroblastes permettent de faire le diagnostic. Et on peut aussi parfois le suspecter, parce qu'encore une fois, on a un avantage unique à maladie de Fanconi, c'est que quand vous faites un test de cassure, l'œil du cytogénéticien peut repérer 2 populations différentes. Une population où les cellules ont plein de cassures, typique d'un Fanconi, avec plusieurs cassures par cellule, et une population où il n'y a aucune cassure. Et là, vous avez des pourcentages qui ont été mis au point pour le groupe espagnol, qui leur permet de définir c'est pas Fanconi, c'est Fanconi, ou c'est éventuellement un Fanconi en mosaïque. Le premier vrai travail qui portait sur une série de patients, c'est un travail que j'avais fait avec Jean Soulier en 2005 sur la cohorte de Saint-Louis. Donc, on avait utilisé le test FANCD2 que Jean avait mis au point récemment à l'époque. Vous savez que le test FANCD2, en gros, la voie FANCD2 BRCA1, l'ensemble des gènes pratiquement Fanconi code au dépôt d'un complexe. Et ce complexe Fanconi, il doit mono-ubiquitiner FANCD2, qui est la protéine majeure de la voie, qui ensuite migre dans le noyau. S'il vous manque une seule protéine de ce complexe, vous avez un défaut de mono-ubiquitination qu'on peut repérer simplement par un Western blot. C'est un test fonctionnel complémentaire du test de cassure chromosomique. Et donc, vous voyez quand la plupart des patients, là, on a étudié sur 53 patients, la plupart des patients, quand on fait le test, ils ont une seule bande dans le sang. On a vérifié pour quelques-uns en fibroblastes. Il y a aussi une seule bande dans le fibroblast. Ce sont des Fanconi corps typiques.
Par contre, on a des patients où il y a 2 bandes dans le sang, ce qui est un profil normal. Et là, quand on creuse, on va identifier les patients en mosaïque en faisant la comparaison avec les fibroblastes. Et puis de temps en temps, il n'y a pas de bande du tout, c'est le gène FANCD2 qui est impliqué, ou alors on tombe sur un autre diagnostic comme un syndrome de Nielsen qui peut avoir des cassures et être un petit peu trompeur. Donc ça, on a appris maintenant grâce à ce test, on a les moyens, et je pense que c'est un peu unique quand même comme centre Fanconi, à la fois d'affirmer si besoin, mais surtout d'exclure un Fanconi, ce qui n'est pas toujours simple. Et quand on se pose des questions pour un donneur de moelle, par exemple, c'est très important d'exclure parce que même s'il est révertant dans la moelle, on n'est pas certain qu'il est capable de donner une moelle pour autant tout à fait fonctionnelle. Et puis, dans ce papier, on avait également montré que les comptes sanguins n'étaient pas du tout les mêmes. Vous voyez, les petits p étaient très significatifs. Et ces patients qu'on appelle révertants, ils ont plus de blanc, ils ont plus de poly, ils ont plus d'hémoglobine. Et donc, ils ont une hématopoïèse qui fonctionne bien. Alors, il y a très, très peu de papiers cliniques sur le sujet. Là, très récemment, qui est un papier qui est online, le groupe espagnol a fait aussi une étude sur ces patients révertants. Alors, vous voyez déjà en titre, en pourcentage, ils en ont 41 sur 223. C'est pas si bas que ça. Hein. Ça fait à peu près d'1%. Il y avait 34 patients pour lesquels le mosaïcisme était évident dès le diagnostic et 7 pour lesquels le mosaïcisme est apparu au cours du suivi. Et puis sinon, les patients révertants étaient diagnostiqués plus tard que les patients non révertants. Et les schémas, les diagrammes qui sont marqués ici, c'est un des patients qui a 30 ans de recul. Et vous voyez que cette hématopoïèse est tout à fait stable dans le temps et que ce patient a des numérations tout à fait normales. Donc, ça a été l'objet le principe de la thérapie génique de ce groupe. Hein. C'est un papier qui a été publié dans Nature Medicine en 2019. Vous avez déjà montré ça ce matin. Il y a effectivement, alors quand on regarde les chiffres de cellules sanguines, ce n'est pas magique encore. Hein. Il y a 4 patients et vous voyez, au minimum, on a l'impression qu'ils ont arrêté de décroître. Mais en tout cas, quand on regarde les cellules révertantes dans le sang, c'est clair qu'elles augmentent. C'est la dernière colonne. Le diagramme en vert, vous voyez que ça prend du temps, mais finalement, on a de plus en plus de cellules corrigées dans le sang. Alors, une des questions que pose ce phénomène, c'est le pronostic hématologique et est-ce qu'il y a un risque leucémique ou pas. Les patients Fanconi, quand vous les greffez, ils ne font jamais de leucémie. C'est toujours ce que disait Hélène Gluckman, et je crois que le dernier staff qu'elle a fait, on a discuté à un patient Fanconi qui avait fait une leucémie après la greffe. On verra après peut-être une explication, mais en tout cas, il y a un seul cas qui à ce jour a été très bien étudié, c'est ce papier qui date de 2001, où ils ont un enfant Fanconi diagnostiqué dans le cadre d'une enquête familiale, potentiel donneur pour son frère, c'est raté, il est Fanconi, mais en revanche, il a une numération qui tient la route. Et puis 2 ans après le diagnostic, on voit apparaître une pathologie clonale. Et ils ont pu démontrer que cet événement clonal est sur une cellule non corrigée. Donc ça, c'est le risque potentiel. S'il reste dans la moelle des cellules non corrigées et qui ont toujours une instabilité génétique, on peut imaginer voir apparaître une leucémie. Alors, est-ce que c'est fréquent ou pas? Là, je vous donne 2 exemples. C'est des patients de Rafou. Vous voyez, c'est une femme 56 ans, ménopause précoce, ça peut coller avec un Fanconi. Cancer des cordes vocales, alors qu'elle n'avait jamais fumé, ça peut coller avec un Fanconi. Traitée par irradiation, elle fait une pancytopénie après, on dit SMD post-radiothérapie. En fait, ils l'ont regardé un peu plus près, ils ont trouvé qu'elle n'était pas très grande. Et puis bref, ils sont arrivés à un diagnostic de Fanconi qu'ils ont pu prouver en étudiant les fibroblastes. C'est une patiente chez qui on fait un diagnostic de Fanconi à 56 ans, devant un événement clonal, en reconstituant finalement toute l'histoire naturelle de la maladie chez le patient. Et là, c'est un deuxième patient, c'est un peu plus facile parce qu'on a une notion de chirurgie des pouces dans l'enfance, mais c'est pareil, le diagnostic finalement est fait à 49 ans, au moment où il fait une LAM2. Et là, on reprend dans l'histoire, il avait un phénotype qui était un peu plus parlant. Emmanuel connaît bien les Fanconi, il a trouvé qu'il avait une tête de Fanconi. Bref, ils ont été au bout des choses, ils ont pu montrer que c'était un Fanconi. Et ça, c'est un de mes patients qui avait été adressé pour un Hodgkin à 15 ans, un phénotype tout à fait standard. La seule chose qui m'avait fait tiquer, c'est qu'il avait un seul rein. Alors, le Hodgkin de l'enfant, c'est rare, les reins uniques, c'est rare. Bon, j'ai fait les tests de screening, que je vous conseille en cas de doute, l'hémoglobine fétale et l'HbF, ils étaient anormaux, on a poussé les choses, et on a fait un diagnostic de Fanconi, et heureusement pour lui, parce que je vous rappelle que les Hodgkin, ils reçoivent beaucoup d'alkylan, et si on l'avait traité par alkylan, ce patient, ça aurait pu très mal se passer pour lui. Donc, il faut penser, et ça c'est probablement l'urgence diagnostique qu'il faut faire passer dans la tête des oncologues et de tous les spécialistes d'organes qui voient des patients avec cancer. Un patient Fanconi en mosaïque, il est révertant dans le sang, mais pas dans les autres cellules.
Et si vous lui faites de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, ça va être extrêmement toxique chez lui. Donc, à l'idéal, il faut faire le diagnostic avant l'accident toxique. Est-ce qu'il y a un autre aspect de pronostic hématologique? S'il y a un seul papier qui signale ça, c'est que les patients qui sont en partie révertants rechutent, enfin, ont plus d'échecs de prise de greffe, l'hypothèse étant que les cellules révertantes résistent au conditionnement light des Fanconi. C'est un papier qui date de 2000, peut-être Régis pourra le commenter après. Il n'y a pas eu d'histoire, mais en revanche, on pourrait éventuellement penser que si on voit une leucémie après greffe, c'est peut-être des cellules corrigées qui ont résisté au conditionnement, qui n'ont pas été éliminées par l'effet allogénique et qui ensuite se transforment sur le plan leucémique. Sur le pronostic global, il y a eu une mise au point récente en 2020. Vous voyez, ils ont retrouvé dans la littérature au total 123 patients avec des données cliniques. Ils ont voulu voir après ceux qui avaient des données hématologiques précises, ça tombe à 52. Sur ces 52, il y en a 37 qui ont vraiment une rémission complète hématologique. C'est les patients du haut. Et vous voyez que globalement, ils vivent bien, ils ne font pas de bone marrow failure, ils ne font pas de leucémie. En revanche, ils font autant de tumeurs solides, comme un petit peu attendu. Ils n'en font pas moins. On aurait pu espérer que les greffés en fassent, enfin espérer, c'est beaucoup dire. On aurait pu espérer qu'ils en fassent moins que les greffés. Ça n'a pas l'air si évident que ça. Et ça, c'est le papier global de la cohorte espagnole dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous regardez la courbe D, le panel D, à 18 ans, il y a une différence nette de survie pour les patients qui sont en mosaïque. Ils meurent moins à 18 ans, mais ensuite, après, cet avantage se perd parce qu'ils sont rattrapés par l'histoire naturelle de la maladie. Ils font des tumeurs solides et finalement, ils décèdent. Donc, vous avez compris que le mode de présentation, finalement, il peut être très variable. Ça peut être un phénotype hématologique très atténué. Ça peut être un cancer inattendu. Et ça, nous, on est quand même maintenant régulièrement appelés. Alors, ils nous appellent plutôt après qu'avant, malheureusement. C'est-à-dire qu'ils ont un patient qui a une aplasie inattendue, qui fait une toxicité inattendue. Et maintenant, ils savent qu'il faut chercher une fragilité chromosomique. Ils nous appellent. Éventuellement, on fait des tests sur les fibroblastes. Et on peut leur dire, ce patient Fanconi, parfois il suffit qu'on les voit en consultation pour leur dire, oui, vous avez raison, c'est un patient Fanconi, parce qu'il a les malformations qu'on sait reconnaître, le visage qu'on sait reconnaître, les taches café, etc. Il y a aussi probablement d'autres aspects extra-hématologiques. Là, je vous ai juste cité une étude qui a été faite chez des hommes étudiés pour azoospermie. Ils avaient exclu les causes classiques de stérilité masculine. Ils ont fait du whole exome et ils ont trouvé des patients Fanconi qui étaient en mosaïque et qui avaient une azoospermie, qui est un signe classique du Fanconi. Donc, on peut imaginer en fait que tous les éléments du phénotype Fanconi peuvent amener un diagnostic de Fanconi chez un patient révertant, ce qui veut dire qu'il va falloir éduquer beaucoup de gens. Mais on n'y est pas encore arrivé. Pour l'instant, on travaille surtout avec les oncologues. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples en hématologie? Il y en a, et encore une fois, c'est le témoin de la capacité de la moelle osseuse à sélectionner positivement des cellules révertantes. On a des exemples pour l'ABD, pour la dyskératose et pour une nouvelle entité qui nous passe en ce moment, qui est les entités SAMD9, SAMD9F. L'ABD, je vais en parler assez rapidement parce qu'en fait, il y a un seul cas, il y a deux cas décrits en littérature. Je vous ai mis les données pour un ici, c'était une petite fille qui était dépendante de transfusion. Puis ils ont vu qu'à un moment, elle récupérait sur le plan hématologique. Ils ont poussé les choses et ils ont pu démontrer qu'il y avait une conversion génique entre le gène amené par le père et la mutation présente chez la mère. Et donc, ils ont pu démontrer ce phénomène. Vous savez qu'il y a pas mal de patients BLAC-FANC qui se mettent en rémission. Dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas du tout un phénomène de réversion. Ce n'est pas très bien compris pourquoi les patients BLAC-FANC se mettent en rémission, mais en général, c'est transitoire. Et quand ça a été étudié, la plupart du temps, on n'a pas trouvé de phénomène de mosaïcisme somatique vrai. Un exemple un peu plus intéressant, peut-être, c'est dans la dyskératose congénitale. Là, c'était une grande famille. Vous voyez ici sur l'arbre généalogique. Il y avait une délétion de 4 nucléotides de TERC. Et vous avez le cas index. À la génération au-dessus, le père du cas index et un de ses frères étaient atteints, mais n'avaient quasiment aucun signe hématologique. Ils ont pu démontrer que le père et l'oncle du sujet index avaient fait une réversion somatique avec une dysomie uniparentale 3Q. Et pour le coup, ils ont étudié une cohorte de patients, 17 patients mutés TERC qui n'avaient pas d'atteinte objective de la numération. Ils ont trouvé 4 patients révertants. Donc, ça peut expliquer un peu la variabilité. On dit que c'est des maladies qui sont très variables. En fait, c'est peut-être simplement un mosaïcisme qui vient se mettre en plus et atténuer un phénotype hématologique.
Et puis, le modèle qui nous passionne en ce moment, c'est deux nouveaux gènes pour les hématologues, SAMD9 et SAMD9L. Donc, ce sont deux gènes qui sont situés en tandem sur le chromosome 7. On ne connaît pas encore très bien la fonction de ces protéines. On sait que ça intervient dans les réponses antivirales et antitumorales. Et globalement, ça a un effet qui est plutôt antiproliférant. Alors, je vais vous montrer l'histoire d'une petite fille qu'on a vue dans le service, qui est une histoire assez typique, 22 mois. Elle fait une aplasie médulaire sévère. Vous voyez la première ligne en haut, elle a 6,7 g d'hémoglobine, des plaquettes indosables et des polis à 0,15. Et puis très rapidement, on voit les choses s'améliorer. À tel point qu'en quelques mois, elle a quasiment normalisé sa numération. Dans le même temps, on a une monosomie 7 qui, pour un hématologue, est quelque chose de très inquiétant, et on voit la mono 7 monter de 5% à 50%, et puis après de 100%. Alors, c'est un peu inquiet, mais on connaissait déjà ça grâce aux travaux du centre. On savait que c'était potentiellement une mutation d'un de ces deux gènes, ce qu'on a pu confirmer rapidement. Et pour le coup, on l'a surveillé comme le lait sur le feu, et laisser sonner. Je pensais pas couper le son, je suis désolé, tu refuses. La monosomie est montée à 100% par fiche, puis finalement a redescendu. Actuellement, elle a 10%. Elle a une numération qui tient toujours la route. Quand on reconstitue l'histoire de cette famille, c'est assez passionnant parce qu'on n'avait aucun antécédent hématologique chez la mère. En revanche, la sœur de la mère a fait une aplasie médulaire transitoire dans la petite enfance. Et son enfant, à elle, a un problème de cytopénie de type thrombopénie. C'est une famille qui vit en Israël, on n'a pas toujours les détails. Et puis le grand-père de la petite fille était suivi en neurologie à la Pitié pour un syndrome parkinsonien un petit peu atypique. Et en fait, SAMD9L, ça a d'abord été décrit dans un syndrome qu'on appelle ataxie-aplasie, où il y a une atteinte cérébelleuse. Et Jean a beaucoup travaillé sur cette famille, et aussi bien chez la mère que chez la grand-mère, que chez le grand-père, il y a une hématopoïèse clonale dans le sang, avec des éléments mutationnels sur le gène en 6 de la mutation germinale, qui corrigent donc l'effet antiproliférant de la mutation et qui permettent donc d'avoir une hématopoïèse. En fait, cette petite fille, on est en train de voir apparaître ça sous nos yeux, c'est-à-dire que la monosomie 7 baisse, mais d'autres clones qui sont aussi révertants apparaissent dans le sang et on peut espérer qu'elle aura la même évolution à terme que sa mère et que son grand-père, qui ont dû tous les deux passer par ce stade hématologique, même si on ne sait pas dans les antécédents. Donc ça, c'est les deux syndromes qui avaient été décrits, Mirage pour SAMD9L, ataxie-aplasie pour SAMD9L, Mirage pour SAMD9, pardon, avec comme toujours au départ des phénotypes bien tranchés, et puis finalement, maintenant, de plus en plus, on a des éléments du phénotype SAMD9L qui sont décrits sur des SAMD9, et inversement, donc c'est maintenant, on parle plutôt d'un syndrome global, et en fait, nous, on est bien au courant de ça, parce que c'est le travail de Jean que vous connaissez, qui a été publié dans Blood sur la recherche de mutations germinales dans les aplasies et avait déjà été décrit ce phénomène pour ces gènes. Ce n'est pas du tout exceptionnel. Vous voyez, dans cette cohorte, on avait un total de 16 patients et on voit apparaître des monosomies 7 transitoires et des corrections de l'hématopoïèse. Pour reprendre un terme qu'a cité ce matin, c'est un peu un clone. On peut imaginer qu'en situation normale, il y a un effet bloquant de SAMD9 qui contrôle la prolifération. Si vous avez les mutations décrites sont des mutations gain-fonction, donc à ce moment-là, vous allez avoir une aplasie, parce que vous appuyez encore plus sur le frein. Et puis pour échapper à cette aplasie, dans la moelle osseuse apparaissent des clones qui peuvent être soit un clone avec monosomie 7, soit simplement des clones révertants, qui corrigent l'effet de la mutation gain-fonction. Ce qui est un peu tricky au départ, c'est qu'il faut bien surveiller ces patients, parce qu'il y a de très rares cas qui ont été décrits d'évolution vers des LAM malgré tout. Et la plupart du temps, ce n'est pas le cas, mais c'est un peu troublant pour un hématologue d'avoir une monosomie 7 dans la moelle osseuse. Nous, on a une cytologie Storper qui nous rassure, il n'y a pas de blast, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc voilà, on s'en sort comme ça. Donc en conclusion, ce phénomène de mosaïcisme somatique et sa meilleure connaissance a clairement changé nos pratiques. Maintenant, quand on est hématologue dans ce domaine, on sait qu'on peut avoir des difficultés diagnostiques. On sait qu'est-ce que pour un diagnostic, ce n'est pas toujours simple et qu'il faut aller jusqu'au fibroblaste. Ça peut éventuellement nous aider à comprendre la variabilité phénotypique, encore une fois. Ça doit nous donner, être très prudent aussi quand on donne un conseil génétique. Moi, je dis toujours, a priori, c'est une mutation de novo, sauf s'il y a une situation de mosaïcisme gonadique. Je dis tout de suite après que c'est très, très rare. Mais voilà, on a eu de temps en temps des mauvaises surprises. On avait dit aux parents que c'est de novo.
Et puis on a vu un deuxième enfant naître avec la mutation. C'est pas très bien vécu, je peux vous dire. Et pour la prise en charge, ben, ça modifie aussi nos pratiques, parce que si on a un petit enfant qui a une monosomy 7 et une aplasie médulaire, on va avoir tendance à temporiser, alors qu'il y a 5 ans, on aurait fait une greffe en urgence avec n'importe quel donneur, le premier qu'on trouvait, entre guillemets. Et le dernier challenge, c'est pour les oncologues, et nous, on a commencé un travail avec Régis et Flore et les autres médecins du centre d'enfance, avec un groupe d'oncologues et de radiothérapeutes, avec l'idée de screener des jeunes patients qui ont des cancers ORL, pour voir si jamais ils sont des fanconiers en mosaïque avant qu'ils fassent un accident. Je vous remercie et je remercie tous mes collègues du centre de référence avec qui on écrit en ce moment cette histoire passionnante.